On peut commencer. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si Alem est une femme ou un homme, j'en sais rien. Donc, c'est bonjour à toutes. Bref, ça n'a pas. Merci, je suis une femme. Eh ben, bonsoir à toutes. Alors, Euh, c'est un sujet que j'apprécie particulièrement. Je l'avais déjà traité il y a quelques années. J'étais tout étonné de voir que le premier atelier que j'avais proposé sur ce thème, c'était en décembre 2000. Ça ne rajeunit pas, comme on dit. Mais c'était en présentiel et c'était l'occasion de pratiquer et de faire des exercices pour dépasser le simple stade de la connaissance, je dirais, la connaissance livresque, je vais dire, et qui aborde cette notion de métaphore. Bon, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est qu'une métaphore, mais je pense qu'ici, c'est particulièrement intéressant parce que ça vient bousculer pas mal de choses. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ça vient bousculer pas mal de choses dans ce que je dirais le paradigme global de la PNL, puisque la PNL est née dans le milieu, je dirais, cognitiviste, avec la fameuse métaphore du cerveau ordinateur, avec la grammaire transformationnelle, etc. Donc, c'est un ensemble de paradigmes. Et à mon avis, et je pense que je ne dois pas être le seul à le partager, l'approche de Lakoff vient véritablement s'inscrire en décalage, ou, voire même à titre de provocation par rapport à tout ce qui consiste, tout ce qui tourne autour de ce paradigme qui est à la base de la naissance de la PNL, c'est-à-dire dans les années 70 en fait. Puisqu'en fait, l'approche de Lakoff et de Johnson date plutôt des années 80, c'est-à-dire juste après. Alors pourquoi je propose ce genre de sujet? Mais tout simplement parce que justement, j'ai à cœur de travailler sur un questionnement sur la manière qu'on a d'appliquer la PNL, la manière de l'appréhender, c'est-à-dire de la comprendre. Et par là, j'en veux dire les paradigmes, c'est-à-dire les croyances de base, les présupposés de base qui sont à l'arrière de toute la pratique qu'on peut pratiquer à nos niveaux et dans nos activités différentes. Et cette notion de travail sur les métaphores, bien sûr, vient compléter complètement toute l'approche qu'on peut avoir sur la dimension linguistique, proprement parlé, puisque neurolinguistique, linguistique, on a donc en fait tous les travaux de Chomsky qui sont à la base de la PNL. Et là, on se retrouve avec quelque chose d'un sensiblement différent. Et c'est d'autant plus intéressant de parler de ça que on avait fait il y a quelque temps, je ne sais plus c'était qui, c'était oh, j'arriverai pas à reprononcer son nom, donc je vais pas le dire parce que je ne sais plus qui avait proposé sur le clean coaching. On avait parlé aussi du clean language, etc. Et je trouve intéressant parce que on parle de métaphore dans le clean language ou dans le langage propre, on parle de paysage métaphorique. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que on aborde complètement, à mon sens, complètement différemment. C'est à la fois complémentaire et à la fois différent. Et ça, je trouve que c'est, rien que pour ça, c'est intéressant. Je me souviens quand on avait fait les exercices, justement, dans les années 2000, voire pendant l'année 2000, qu'on avait fait une pratique qui était superbement intéressante. Alors, j'ai pas la prétention de venir avec un modèle tout fait qui fonctionne, etc., mais plutôt d'ouvrir la question, d'ouvrir le débat, de faire appel à vos réflexions et vos commentaires pour voir si véritablement on peut ou on ne peut pas développer des pratiques différentes de celles qu'on connaît d'habitude, aussi bien dans le domaine du clean language que dans le domaine de la PNL, on va dire traditionnelle, entre guillemets. Et c'est ce qu'on avait fait à ce moment-là. On en parlera tout à l'heure. Alors, juste pour recadrer, ah ben, je pense que j'avais préparé l'une ou l'autre s- transparent ou diapositive. Où est-ce que je fais mon partage d'écran? Alors, c'est le desktop 2. Je partage. Vous me dites si vous voyez l'écran.
Ouais, Yes. C'est yes, lisible, c'est pas trop petit, ça va? ça va. Ok. Alors, j'ai voulu simplement coller quelques dates pour donner une notion d'évolution, effectivement, au début des années 20 jusque dans les années 50, 60, 70, c'était le behaviorisme qui est dominant, hein. C'est la théorie Skinner et autres joyeusetés dans le genre. Et c'est en fait le présupposé, le cerveau, en fait, c'est une boîte noire. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas trop à ce qui se passe à l'intérieur. On se passe plutôt stimulus-réponse, trigger ou déclencheur. Et puis, il se passe quelque chose qu'on observe. Bon, on connaît tous ça. Et c'est ce qui, justement, a été contesté par nos très rebelles Bandler et Grinder à leur manière, et sans doute aussi Puslik, mais je connais moins bien son intervention à ce titre-là. Et donc, là, on est passé dans les années, effectivement, à partir de 1950, mais ici, pour la PNL, c'est les années 70, dans une approche qu'on qualifie de cognitiviste, dans lequel, en fait, il y a eu pas mal d'avancées. Et si on s'en réfère à Chomsky, on avait la grammaire transformationnelle, on a cette métaphore du cerveau ordinateur qui colle à la peau de la PNL. C'est pas pour rien qu'on a le P de programmation et qui mettait avant tout en avant. Et en fait, comme informaticien que je suis, ben, manifestement, c'était à la hauteur de l'état de l'art de l'informatique à cette époque-là, c'est-à-dire traitement de l'information, processeur, mémoire, etc., etc. Et donc, on avait un ensemble de procédés qui se sont mis en place automatiquement. Alors, Chomsky, lui, bon, avec sa grammaire transformationnelle, c'est quand même à la base de la naissance de la PNL, c'est véritablement travailler sur la syntaxe, travailler sur comment je travaille l'information. Et on retrouve énormément d'éléments, notamment avec le métamodèle du langage, bien sûr. Et tout ça a construit une sorte de corpus de connaissances qu'on retrouve partout dans la PNL. À mon sens, vraiment partout, à différents titres. Et l'objet n'est pas de se plonger là-dessus. Par contre, à partir des années 80, à partir des années 80, là, on a vu, et c'est de nouveau l'évolution de l'informatique qui a probablement aussi contribué à ça. C'est d'une part la sémantique cognitive, en tout cas c'est comme ça qu'elle est appelée un peu partout et qui décrit l'approche de Johnson et de Lakoff et d'autres bien sûr. Moi je m'en tiens à ces deux-là. Et le connexionnisme qui, là, est en fait à la base de ce qu'on appelle les structures en réseau, les ordinateurs en réseau. C'est-à-dire, en fin de compte, on quitte un petit peu le domaine procédural du traitement de l'information pour passer à une notion de réseau d'éléments relativement simple dans lequel on met un input et on observe ce qui se passe à la sortie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on passe d'une logique de traitement de l'information à une logique d'apprentissage, puisque ces réseaux neuronaux, et on l'a maintenant en plein avec ChatGPT et tout ce qui est intelligence artificielle, on est dans des processeurs, je vais dire, mais ce sont des réseaux neuronaux qui simulent vraiment très fort ce qui se passe dans notre cerveau, mais qui sont dans une logique d'apprentissage. Donc, il n'y a pas un algorithme qui dit d'abord tu fais ci, ensuite tu fais ça, mais non, on rentre l'entrée et en fonction des différents poids sur les différents éléments du réseau, on a un produit en sortie et qui correspond ou qui ne correspond pas. S'il ne correspond pas, il y a une pénalisation et on réévalue tous les poids qu'on a donnés aux différents éléments pour obtenir une réponse qui convient, tout simplement. Et on a exactement ça avec les systèmes d'intelligence artificielle qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment tout à fait une logique différente quand on a une application dans nos téléphones ou etc., là, ce sont des instructions qui sont exécutées les unes après les autres. L'intelligence artificielle et le connexionnisme, lui, avance plutôt une autre manière de faire. C'est cette connexion où des neurones, des points nodaux sont activés ou sont pas activés en fonction de ce qu'il a appris précédemment. Déjà, ça, c'est très, très intéressant. Notez que dans toutes ces démarches, sauf la sémantique cognitive, mais j'y arrive tout de suite, on a une logique du cerveau vue comme une sorte d'entité autonome.
le réseau de neurones, c'est autonome. Le traitement de l'information, la manipulation des cerveaux, des symboles et des informations, c'est comme si c'était une sorte de processeur qu'on avait dans notre caboche. Et à partir des années 90, mais déjà, c'est déjà commencé avec Lakoff Johnson, on va le voir tout de suite, on est arrivé plutôt à une logique qui est appelée système dynamique incarné, et c'est la lignée Walter Freeman, comme je le marque là, et Francesco Varela, avec un concept super intéressant, mais complexe quand même, qui s'appelle l'énaction, et qui part du principe que notre évolution de notre système neurologique et le reste d'ailleurs a commencé par assurer notre survie en prenant des informations à l'extérieur. Donc le système perceptuel est en avant et il a donné lieu à une évolution de notre système nerveux central, de notre cerveau, mais comme, je dirais, comme effet, comme conséquence ou comme évolution. C'est pas une boîte qui contient tout le savoir et qui considère notre système sensoriel comme une sorte de périphérique, une interface, en fait, pas tellement important. En fait, c'est exactement le contraire. Donc là, on vraiment une inversion de la logique. Et de nouveau, ça donne lieu à des réflexions super intéressante qu'on va retrouver en partie dans la sémantique cognitive. Je fais juste un petit arrêt pour voir si... Non, ça va, j'avais croyé qu'il y avait quelqu'un. Alors voilà, ça c'est une première chose. Alors effectivement, oui, quand je clique là, ça fonctionne. La base de la base, c'est pas le premier article qui a été écrit par Lakoff Johnson, mais c'est en tout cas le livre qui a véritablement opérer une bascule. C'est le livre Metaphors We Live By, les métaphores dans la vie quotidienne. J'ai repris l'image en français. George Lakoff et Mark Johnson, qui se sont bien arrangés pour développer cette vision des choses et qui en fait avance. Et là, c'est vachement différent par rapport au cognitivisme. Les métaphores, c'est pas un machin poétique, esthétique, etc. Non, en fait, c'est un fondement de notre manière de comprendre les choses. Et donc, par là, si c'est pour reprendre les termes de la PNL, de construire notre carte du monde, si on peut le dire comme ça. Et c'est là que c'est intéressant également. Alors bien sûr, on en parlait déjà, Bandler et Grinder, la dimension corporelle était présente. C'est pas ça que je veux dire. Mais si on regarde le début de la structure de la magie numéro un, en fait, c'est essentiellement la grammaire transformationnelle, c'est-à-dire cet operating system qu'on a dans le cerveau qui a servi de base aux premières productions de modèles. Ici, au niveau de Lakoff et Johnson, véritablement, il s'appuie sur l'expérience corporelle et on le verra tout à l'heure, véritablement, ils disent que pour pouvoir avoir une notion, une compréhension de phénomènes ou de concepts hyper abstraits, eh bien, justement, c'est sur base de notre expérience corporelle qu'on peut donner sens, qu'on peut se créer des représentations, je vais même dire, de concepts abstraits qui sont Hmm. invisibles. Donc, par exemple, si je parle inflation, je pense que j'en parle un peu plus loin. Quand je parle inflation, quelle représentation vous faites d'inflation? Ben, pas grand-chose, parce que c'est pas quelque chose de visible, on peut pas l'observer, on peut éventuellement voir des mesures, mais inflation n'a pas de consistance sur le plan sensoriel. Et justement, le procédé métaphorique tel que décrit par Lakoff et Johnson permet de faire cette bascule et de donner de la chair, de donner de la consistance à des termes conceptuels qui n'auraient pas d'origine ou de représentation sensorielle sans ça. Et ça que je trouve qui est très très intéressant. D'une part, cette notion de procédé métaphorique, mais la deuxième chose, c'est la base sur base des aspects de l'expérience corporelle. Alors, venons-en directement à cette notion de, moi j'appelle ça le paysage métaphorique parce que j'aime bien ce terme.
Mais en fait, le procédé qui consiste à construire, comment se construisent les métaphores d'après Lakoff et Johnson, c'est effectivement, de nouveau, on va y retrouver des choses, je trouve, très intéressantes. En fait, toute chose, tout être, toute expérience a ou n'a pas certaines caractéristiques. Et même, quand je dis caractéristiques, c'est aussi, comme j'ai marqué là, des modes d'interaction. Par exemple, si je vois quelque chose que je reconnais comme étant une chaise, l'interaction que je vois avec cet objet que j'appelle chaise, c'est le fait que je peux m'asseoir dessus. Donc ça, c'est une caractéristique exprimée sous forme d'un mode d'interaction. Alors, on a donc ces caractéristiques qu'on peut identifier dans les différents objets, les expériences, les êtres, etc. Et inévitablement, et là on va retrouver une partie de ce qu'on voit dans le cognitivisme quelque part, c'est qu'en fait on va créer des catégories. Ça, c'est le mécanisme de généralisation qu'on connaît très bien, même omission et distorsion, c'est-à-dire, en fin de compte, on va garder ce qu'on a envie de garder et qui va définir, à notre sens, l'objet ou l'expérience qu'on est en train d'observer. Donc, on va créer des catégories, c'est-à-dire la classe des objets qui possèdent des caractéristiques communes. On a donc créé une catégorie et bien sûr, à partir d'une catégorie, on va même pouvoir aller plus loin et on va créer une hiérarchie de catégories. Comme je l'ai marqué ici, on peut mettre les chaises, on peut mettre après le mobilier, après on peut mettre des objets, etc. Donc en fait, on va chaque fois arriver à des catégories de plus en plus abstraites ou des classes de niveau, je dirais, logique supérieur et qui vont nous permettre de construire du sens. Après, avec les fameux mécanismes de généralisation, distorsion et omission, que ce qu'on va avoir, eh bien, on va un petit peu tordre les choses. Et quand je vais voir un petit bloc en plastique qui est là sur le sol, je dis, tiens, voilà, pour moi, ça a la catégorie d'une chaise parce que c'est quelque chose avec lequel je peux interagir sous forme de je m'assieds. Voilà, tout simplement. Ce que intéressant aussi, et je trouve aussi, et ça explique pas mal de choses, c'est qu'effectivement, plus on monte dans les catégories, plus on monte dans les classes ou dans les niveaux logiques quelque part, moins on a de représentation. Donc quand je dis mobilier, il va falloir que je me construise une représentation concrète sur base d'un objet que je connais, que j'ai déjà vu ou que j'ai dans la pièce. Mais je n'aurai plus, pour quelque chose qui s'appelle mobilier, une représentation aussi aisée, aussi évidente que pour chaise, par exemple. Donc ça, c'est une première chose, c'est qu'en fait, les catégories supérieures n'ont pas de représentation, ou peu, ou en tout cas, il faut chercher un peu plus où il faut imaginer. Par contre, et c'est ça qui est terriblement intéressant également, c'est que au niveau supérieur, c'est à ce niveau-là qu'on construit les correspondances métaphoriques. Pourquoi? Si on prend le métamodèle du langage, la généralisation, en fait, au stade généralisé, c'est-à-dire au niveau de la classe d'objets, qu'on va créer ces correspondances métaphoriques, tout simplement parce que la métaphore se construit sur base de identifier une caractéristique qu'on retrouve dans un domaine et dans un autre, et qu'on va ainsi connecter. Ça va jusque-là, des questions ou des commentaires? Je vais trop vite, je vais pas trop, pas assez vite. Notez que vite, c'est une métaphore. En tout cas, c'est le Oui, premier. oui, oui, oui. Non, 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 mais il faut juste qu'on intègre. Hmm. Donc, ici, on s'intéresse au mécanisme. On va maintenant voir comment ça se matérialise dans notre quotidien, c'est-à-dire dans notre construction de notre réalité. Et en fait, le procédé est assez simple chez Lakoff et Johnson. Vous prenez quelque chose, un être, une expérience, et vous dites qu'est-ce que je reconnais dans cet objet qui est caractéristique. Et pour construire une métaphore, je vais trouver des équivalences dans un autre domaine complètement différent, complètement différent. Alors si on reprend l'exemple classique par excellence, l'amour est un voyage, d'accord?
En fait, qu'est-ce qu'on va distinguer comme composante? On va dire, mais c'est quoi la structure de cette chose qui s'appelle amour? Eh bien voilà, moi je distingue, par exemple, enfin je dis moi, mais c'est l'exemple qui est là. Il y a l'amoureux, l'amoureuse, il y a la relation, il peut y avoir aussi la difficulté relationnelle, il peut y avoir aussi l'évolution de la relation. Donc ça, c'est absolument pas exhaustif, donc vous pouvez vraiment y reconnaître tout ce que vous voulez. Et où la métaphore se crée, c'est quand je prends un autre domaine, ici le voyage, et que je vais faire des liaisons en disant, tiens, l'amoureux ou l'amoureuse ou le partenaire, c'est le voyageur dans le cas du voyage. Pour la relation, je considère que c'est le véhicule. Mais vous pouvez aussi considérer que l'évolution de la relation ou l'état de la relation, en fait, c'est plutôt un chemin et j'ai pas de problème avec ça. Donc, il n'y a pas de fausse réponse. Il y a simplement la métaphore va me parler si je trouve assez d'éléments dans un domaine et dans l'autre pour pouvoir les connecter de manière à ce que après, je vais pouvoir parler de l'amour dans les termes du voyage. Donc voilà, donc ici, j'ai marqué deux exemples là. Notre relation est dans un cul-de-sac, par exemple. On voit bien, on est dans une métaphore de voyage et pourtant, on parle de la relation. Ou bien elle vit à sa relation à 100 à l'heure, ou bien tout ça a commencé trop vite, d'accord? Ou bien on est arrivé au bout. Au bout de quoi? On est arrivé à notre... C'est quoi notre destination? Et donc, un ensemble de caractéristiques qu'on va faire correspondre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que effectivement, tout ne va pas correspondre. Si je prends le voyage et que ici j'ai pris le véhicule, j'aurais pu prendre l'avion. Alors je pourrais me dire, tiens, mais voilà, l'avion, c'est quoi l'aéroport? Si ce véhicule, c'est un avion, c'est quoi l'aéroport? C'est quoi le ticket de voyage? C'est quoi l'agence de voyage? Ah, tiens, agence matrimoniale ou les sites de rencontres. Et on voit on peut trouver ou ne pas trouver, on ajoute, on enlève, ça n'a pas aucune espèce d'importance. Le tout, c'est que, et si on regarde en termes de termes abstraits, amour, s'il y a bien quelque chose d'abstrait et qui a toutes les interprétations possibles et imaginables, mais j'imagine que chacun et chacune d'entre nous, on a une image, une représentation ou une signification différente du terme amour, par exemple, eh bien, en collant ça avec voyage, tout d'un coup, je peux commencer à dire, tiens, quand je prends cette métaphore comme ça, je dis, oui, voilà, on est parti ensemble pour une grande aventure. Et comme ça, tout d'un coup, l'amour est une aventure. Et, et on voit que, et c'est ça qui est terriblement puissant, c'est que cette construction métaphorique va influencer d'une manière essentielle et primordiale le sens qu'on va donner aux choses. D'une part, à travers les éléments qu'on a reconnus et qu'on a mis en correspondance, et d'autre part, par le choix même du domaine voyage auquel on associe amour. Parce que si à voyage, je rencontre par, on pourrait dire quoi comme autre domaine? On est ici, on a choisi le mot, enfin, je vous ai proposé le mot voyage, je pense que c'est dans le bouquin quelque part. Ça pourrait être autre chose. Prenons n'importe quoi. Prenons une carrière d'études, enfin un cycle d'études. Voilà, prenons, voilà. L'amour, c'est comme les études. Qu'est-ce qui viendrait? Oh, ça colle moins bien. Oui, ok, ça colle moins bien. Mais il y a moyen. Ou bien, ou l'amour est une montagne L'amour, russe. c'est la liberté, si je peux. L'amour, c'est la liberté. Ça, c'est intéressant. Est-ce que la liberté, on a remplacé un terme abstrait par un autre terme abstrait? La seule chose, c'est que pour pouvoir dire, à mon sens, pour pouvoir dire qu'on a un domaine intéressant pour faire le lien, je dois distinguer dans le domaine, tu as choisi liberté, des éléments. Quels sont les éléments dans liberté qui pourraient être utilisés pour connecter dans l'expérience amour? Qu'est-ce que tu vois?
Liberté, choix, d'accord? Pour avoir la liberté, je dois pouvoir choisir, je dois pouvoir agir. Je cherche là en live, hein, je n'ai pas préparé quoi que ce soit par rapport à ça. Donc, je dis voilà, liberté veut dire pour moi choix, veut dire aussi peut-être action, décider, agir. Par rapport à amour, choix, oui, ok, on pourrait dire choix du partenaire quelque part. Je veux garder ma liberté dans le couple, par exemple. Décider, agir. Variété, Comment? variété, variété. Variété, oui, ok. Concrètement, tu peux expliciter un tout petit peu? Non, je sais pas, j'essaie d'associer, mais Ah, tu variété. proposais un autre domaine. Tu proposais Oui, je propose un autre, parce que tu dis choix, action, variété. En fait, j'ai un peu de mal avec liberté comme Oui. avec variété parce que les termes sont tellement abstraits que je n'arrive pas à identifier des sous-éléments clairs. Est-ce qu'on peut dire que souvent, pour ce type de métaphore, il est plus utile de passer d'un concept abstrait à une image avec quelque chose de plus concret pour que cette Ouais, métaphore elle puisse être accessible à tout le monde? Alors, est-ce que ça pourrait être quelque chose comme l'amour est un livre? par exemple. Alors, pour certains, il y a plusieurs tomes. Et pour certains, il y a des images. Et pour Il y a des certains, personnages, il y a il y une a des histoire, personnages. il peut y avoir un drame, il peut y avoir aussi tout simplement, si on prend la partie euh, matérielle du livre, il peut y avoir des pages qui se tournent. Ah, Ouais. c'est plus facile avec une représentation concrète si on veut créer une métaphore, me semble-t-il. Oui, merci Fabienne, parce que tu as mis les mots sur ce que je cherchais qui était inconfortable, mais je n'avais pas vraiment cité. Une expérience concrète pour laquelle je peux avoir des représentations, en tout cas. Et en tout cas, activer mon VACOG, parce que C'est ça. le livre, on a tous une image, pas forcément la même, mais de ce que c'est qu'un livre. Oui. Alors, si l'amour était un livre si le livre était un livre électronique, ça marche encore? Mais oui. Oui. Oui, on Oui, tu peut. as toujours des chapitres, des pages. Voilà, c'est ça. Donc, là, on ne se prend pas la tête, on regarde un petit peu ce que ça peut être. Effectivement, on peut dire, oh, bon, j'aimais bien l'exemple des montagnes russes. Tiens, l'amour que je vis, ou en tout cas l'amour tel que je le vis, il y a des hauts et des bas, il y a des moments d'enthousiasme, il y a des moments de grande déprime ou des choses pareilles. On peut encore en trouver d'autres Il peut y avoir un début et une fin. aussi, un début, une fin. J'entendais, en préparant cet atelier, j'entendais une interview de Lakoff et qui racontait qu'il travaillait avec des étudiants et il travaillait sur la matière et il rassemble ses étudiants. Et puis, il y a une des participantes qui arrive en retard, en larmes, et on lui demande, mais quoi? Bon, écoutez, je suis désolé, je vais pas pouvoir bosser parce que franchement, ça va pas bien du tout avec mon copain. Donc, bon, mon copain, alors, bon, ils ont dit, mais si tu veux, tu peux rentrer, te détendre, etc. Ou bien alors, on peut en profiter. Et ils ont abordé le sujet pour voir un petit peu si ça rentrait dans le cadre. Et en fait, ils sont arrivés à la conclusion que les deux partenaires avaient une métaphore différente. Et donc, en fait, ils ne se comprenaient pas. En fait, pour lui, c'était aussi un voyage avec un cul-de-sac. Et pour elle, c'était une notion, je ne me rappelle plus des détails que elle avait. Elle, c'était une sorte de quelque chose qui grandit. Je ne me souviens plus, c'était avec des niveaux ou des profondeurs. Je ne me souviens plus exactement des détails. Mais en tout cas, une des causes du problème qu'elle vivait, c'est parce que les deux partenaires avaient une représentation suffisamment différente, exprimée ici en termes de métaphore, bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça permet justement, quand on n'a pas de représentation, parce que je dirais quelque part, amour, bon, ok, qu'est-ce qu'on a en tête quand on parle de ça? Peut-être des souvenirs, des choses pareilles, mais pour le reste, si on commence avec le terme voyage, on peut voir ce qui va bien et ce qui va moins bien et où je m'y retrouve, où je ne m'y retrouve pas. Ça, je trouvais que c'était Mais assez... est-ce que tu veux dire qu'il faut choisir la bonne métaphore pour... du coup, enfin, je Mais en comprends. fait, la métaphore te vient, à mon sens, la métaphore va venir
spontanément ou bien je vais la construire. C'est-à-dire, et pour moi, un des leviers principaux de changement. C'est qu'effectivement, en ajustant la métaphore, en tout cas, pas la métaphore, mais en ajustant le domaine avec lequel je vais faire des analogies, je vais considérablement modifier ma perception. On pourrait dire que c'est un recadrage métaphorique, on va dire quelque part. C'est-à-dire qu'en fin de compte, selon que je change le domaine ou ou que je change les éléments caractéristiques que j'ai choisis, je vais changer notablement le sens que je donne et comme pénalise, bien sûr, les représentations que j'en ai. Et ça, c'est essentiel, bien sûr. Si je re- et même, à mon sens, on peut même développer une vision sous-modalité des métaphores du voyage. Si le voyage, pour moi, c'est simplement aller de l'autre côté de la ville ou bien faire le tour du monde, ou, je sais pas moi, faire un voyage dans la nature ou un voyage, une visite d'une ville, ben, la zone bleue du voyage, là, elle est radicalement différente. D'accord? Donc, si on part de la même métaphore pour parler de la même chose, je peux avoir envie de travailler, moi j'appelle ça sous-modalité, mais quelque part, de infléchir, de transformer la perception de ce voyage par un voyage qui est plutôt un voyage de vacances ou un voyage professionnel. Hein, quand tout de suite, ça va moins bien. Hein, on dit amour, correspondance avec voyage professionnel. Ça pose tout de suite des autres questions. Hein. Donc, à mon sens, il y a de cet ordre-là. Alors, quelque chose qui est aussi intéressant, je pense que ces chemins-là, ça, je trouvais ça super intéressant aussi, c'est qu'en fin de compte, dans le domaine qu'on a choisi pour associer à l'expérience de début, hein, amour dans ce cas-ci, il y a des parties ou des sous-éléments qui sont utiles. Ici, on a cité véhicule, on a cité le voyageur, on a choisi la destination, je ne sais plus exactement quoi. Et il y a des parties inutiles avec lesquelles on n'a pas de correspondance. Si je prends un exemple, une théorie, c'est comme un bâtiment, mais moi, j'avais aussi ma connaissance, mes connaissances, c'est une maison. D'accord? La cave, c'est les fondements, c'est les fondations de la maison, c'est l'enseignement de base que j'ai appris, appris à lire, à écrire, à manipuler les éléments essentiels. Et chaque pièce est un domaine de connaissances différent. On peut vivre avec ça. Alors, on peut travailler sur la taille des pièces, etc. Mais aussi, le problème, c'est qu'il y a des parties inutiles. Alors, je peux dire Mais l'escalier. par rapport à quoi, pardon, par rapport à quoi? Parce que tout ça, c'est en fonction de l'objectif ou de ce qu'on veut faire avec la métaphore. Oui, oui, pour le moment, j'essaie de ne pas avoir trop d'objectifs. Je dis, tiens, si la connaissance était une maison, Hmm. qu'est-ce que je vois? Tiens, oui, voilà, cette pièce-là, ça représente ma connaissance professionnelle. Celui-là, c'est ma connaissance dans le domaine X, Y, Z. Mais inévitablement, même comme ça, et même sans intention, il y a des éléments qui collent pas. Par exemple, la rampe d'escalier. On ne trouve pas d'équivalent avec la rampe d'escalier. Ou alors, il faut un peu chercher. Et c'est ce qu'il raconte dans, je regarde ici sur le slide, prolongement de la partie utile. Donc, en fait, on peut vraiment aller tirer loin dans la métaphore. Si ici, par exemple, les faits sont les briques de ma théorie, la partie non utile, la théorie se compose de pièces, peut-être que c'est pas adapté, peut-être que c'est adapté, ça va dépendre des cas. Et en fait, ce que Lakoff raconte, c'est que pour les parties qu'on trouve dans le domaine cible qui ne correspondent pas, en général, ça correspond à ce qu'on appelle le, le langage poétique, le langage créatif. Donc on peut facilement dire, ma connaissance, je la vois comme différentes pièces dans ce grand bâtiment qui est l'ensemble de tout ce que j'ai appris dans ma vie, etc. Et puis à ce moment-là, je dis, tiens, et la rampe d'escalier, c'est quoi? Oh, ben la rampe d'escalier, c'est ce qui va rendre plus facile mes apprentissages, ou qui va rendre plus facile le fait de passer d'une pièce à l'autre, ou on peut trouver un ensemble d'éléments. Je trouve que c'est intéressant dans le sens que ça permet
de passer d'un élément à l'autre, surtout si on partage cette métaphore. Si je la vis, ma métaphore avec moi-même, ok, j'ai ma représentation, elle me suffit. Mais si j'explore la métaphore de l'autre, ou si je partage ma métaphore avec une autre personne, ça peut être intéressant de voir comment on va assouplir, comment on va moduler, et peut-être même, et là on commence à avoir des éléments d'intervention, en mettant l'accent sur ce qui ne colle pas, on arrive à en fait à recadrer la métaphore comme étant pas si adéquate que ça. Non, ça a du sens, je vous dis. Si par exemple je dis les connaissances et des pièces, ok, le toit c'est quoi? On n'a pas trop d'éléments. Oui, c'est ce qui me protège de la pluie, peut-être. On peut commencer à essayer d'imaginer. Ce serait quoi le toit pour vous? Le quoi? Le toit, ce serait quoi? Peut-être la capacité à combiner les connaissances. Ah ouais. Moi, je ne le vois pas comme ça, mais c'est intéressant. Moi, je voyais protection. Hein. Toi, protection. Je me dis protection de quoi? De quoi je devrais protéger ma connaissance? Ah ben, je pourrais dire, oui, mais voilà, c'est mes éléments qui permettent de me protéger des fake news, par exemple. Les fake news qui me tombent dessus et mon toit est bien imperméable, je suis capable peut-être de récupérer l'eau qui coule à travers les gouttières. Et l'eau, c'est ce qui est intéressant dans toutes ces nouvelles qui m'inondent. Tiens, bah, c'est marrant, hein, j'ai parlé inondé avec de l'eau, donc ça colle. Et puis la taille des fenêtres aussi, ça voudrait dire quoi? Est-ce que c'est... Alors, il y a les fameuses, je ne sais pas si on parle comme ça en France, mais il y a les maisons passives. C'est quoi ça dans la connaissance, une maison passive? Mais je ne sais pas, moi, je suis un peu interrogative là parce que dans le clean language, il y a un côté que chaque métaphore est personnelle, qu'on on va pas rentrer dans la métaphore de l'autre, on va pas l'interpréter. Et donc là, du coup, dans cette approche de la COF pardon, je me souviens plus de l'autre personne, mais qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport Eh bien, par- enfin, là, je suis dans l'hypothèse pure. Hein. En tout cas, mais je me rappelle, c'est ça qu'on avait travaillé. C'est effectivement, on sort délibérément de cette non-interventionnisme du clean language. Donc, dans le clean language, effectivement, je vais rien apporter et je vais laisser l'autre développer sa métaphore. Et c'est respectable, je n'ai rien contre. Je dis simplement, ici, moi, ce que je vois un autre moyen de travailler qui n'est pas du tout dans le clean language, mais qui utilise le même terrain, le même paysage métaphorique dans lequel, et je vous raconterai tout à l'heure l'exemple qu'on avait eu à ce moment-là, que j'avais trouvé très, très intéressant, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, je peux commencer de la même façon que je questionne le métamodèle du langage, je vais pouvoir questionner la métaphore, sachant très bien que je ne suis pas du tout dans l'élément clean language, c'est-à-dire je prends le parti pris d'être interventionniste, entre guillemets, c'est-à-dire que je vais agir sur la représentation. mais du coup, il y a une méthodologie, il y a quelque chose. Enfin, moi je dis, il n'y en a pas particulièrement. Tout ce que je vous partage ici, c'est ce qu'on avait travaillé dans l'atelier et qui avait donné des résultats que je trouvais très intéressants. D'une part, il y avait, si tu veux, si on regarde le procédé classique PNL, la personne parle de quelque chose, nous décrit ses perceptions, et ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on redescend dans le concret. Et comment concrètement? Et ça représente quoi pour toi? Donc en fait, on redescend dans les éléments qui vont véritablement toucher des éléments très concrets. Et donc on redescend vraiment, ok, et qu'est-ce que ça représente pour toi et quelle représentation tu as de ceci. Donc on redescend véritablement dans l'expérience, je dirais, concrète, VACO, quoi.
tout simplement. Dans le clean language, on fait le contraire, dans le sens que là, on décolle, on monte dans le paysage métaphorique, on n'intervient pas et on laisse évoluer. Tiens, je vois que Richard a rejoint, c'est marrant ça. T'as su faire ton upgrade? Ah, j'étais obligé de hacker mon truc, là, c'est très pénible. Si je peux Ah, intervenir 2 minutes, oui, vas-y. parce que j'ai mis des trucs sur le chat, pour répondre à la question de manière simple, en fait, il y a une différence fondamentale, c'est que Lecoff et Johnson, et puis Hamaker, enfin toute cette clique un peu, sont des linguistes cognitivistes qui s'appuient sur des travaux académiques, notamment Piaget d'ailleurs, c'est assez peu vu. Et donc, c'est pas comme le clean language, une sorte de modélisation de Grove, je sais plus comment il s'appelait, Grove, ouais, ouais. voilà, qui faisait un travail particulier avec une population particulière. Là, il s'agit pas du tout de ça. Il s'agit d'identifier, c'est un domaine que je connais puisque c'est mon boulot, mais il s'agit d'identifier de manière linguistique comment effectivement, ce qu'a dit Christian, c'est-à-dire comment effectivement la linguistique permet de comprendre les processus et notamment les processus de catégorisation du monde, parce que c'est surtout ça qui est important. Je citerai un autre bouquin qui n'a pas été traduit en français, mais qui est très bon là-dessus. C'est vraiment des principes de catégorisation du monde. Donc ce ne sont pas des principes, pour répondre à la question, d'intervention directe, ce sont des principes de compréhension d'un certain nombre de mécanismes linguistiques. Ce sont des linguistes ce sont des principes de mécanismes linguistiques dont après on peut se servir pour faire tout un tas de choses. Mais ça n'est pas un modèle applicable en l'état. Mm. Ok. Voilà. Oui, ça me paraissait pertinent. Merci, Richard. Et en même temps, je prolonge exactement ce que tu viens de dire en disant que, justement, moi, en tant que PNListe, c'est mon apport personnel ou c'est l'apport de n'importe Bien qui. sûr. J'ajoute quelque chose et avec ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, définitivement, j'ai cette optique. Ce qui m'intéresse, moi, personnellement, c'est c'est de prendre ce qu'il nous apporte et de dire, de la même façon que Grinder a travaillé avec la grammaire transformationnelle, ils ont créé un modèle. Je dis, est-ce que c'est possible d'envisager de créer un modèle? Et effectivement, à mon sens, il y a des choses qui sont super intéressantes à faire. Mais là, effectivement, on est vraiment en dehors de la logique du clean language, qui est effectivement la modélisation déjà d'un procédé. En fait, ce n'est pas une théorisation, c'est la modélisation d'un procédé. Ce qui est assez différent de ce qui se passe ici. Mais quand même, malgré tout, de nouveau, si on parle de niveau logique de la PNL et même de nos niveaux d'intervention, on est ici avec quelque chose qui est l'équivalent de ce que Chomsky a proposé, que Grinder a récupéré et duquel a été déduit, a été conçu des exercices. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'amener progressivement l'échange sur OK, on a compris comment ça marche. Parce que tu as bien fait aussi de dire, Richard, que c'est essentiellement une question de catégorisation qui va jouer, bien qu'ici, il y a quand même un mécanisme d'analogie. Il y a eu un excellent bouquin de Douglas Hofstadter que j'ai jamais lu encore, mais je l'ai acheté là. Il attend d'être lu, qui lui généralise métaphore par analogie et il le démonte et il le découd dans toutes ses astuces. Mais j'ai pas lu le livre, je vais rien dire, mais ça me semblait super intéressant. Ce que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est qu'effectivement, dans ce travail-ci, il y a moi j'aime bien de sentir, tiens, là, il y a un levier sur lequel je pourrais travailler. Et par exemple, si on voit dans une logique, entre guillemets, recadrage métaphorique, je ne sais pas si le terme existe, mais c'est de dire, tiens, mais voilà, comment, face à une personne qui me propose, qui me décrit son problème sous forme d'une métaphore, si je ne veux pas travailler en clean language, je veux travailler ici dans cette logique-là de travailler sur comment se construit l'analogie entre les différents domaines, quelles sont les caractéristiques que la personne a mis en évidence pour créer ce lien, et puis comment éventuellement moi je vais pouvoir agir dessus. Alors il y a une façon, c'est identifier d'autres caractéristiques qui peut-être collent mieux ou collent moins bien ou bien proposer de passer à une autre analogie, donc à un autre domaine cible, et à ce moment-là, bien sûr, encore plus radicalement changer les éléments. On verra encore peut-être d'autres tout à l'heure, mais donc c'est ça que je voulais ici insister sur les notions de partie utile ou partie inutile, ou
sous-éléments utiles. J'aime plus tellement le mot partie, mais on va dire éléments ou sous-éléments utiles ou inutiles. Ce que moi j'ai bien aimé que Lakoff décrivait, c'est que ces éléments qui ne collent pas avec l'analogie qu'on a construite, en fait, relèvent du domaine du fantasmagorique, de l'imagination, de la créativité, de la poésie. Et ça peut être très intéressant. Et là, je vois une application directe avec, par exemple, les procédés hypnotiques. Donc, le travail d'hypnose, moi, je n'hésiterai pas à prendre des éléments qui collent pas pour pouvoir balader, se balader dans cet espace-là. Mais voilà, ça, c'est une chose comme une autre. Alors, juste encore souligner, pour pas mettre trop de matière quand même, mais en tout cas, c'est ce que distingue Lakoff dans son bouquin, c'est les métaphores, et ça, je trouvais ça super intéressant. C'est ce qu'il appelle les métaphores d'orientation, c'est-à-dire haut, bas, devant, derrière, central, périphérique, qui sont essentiellement culturelles, parce qu'en fait, il y a énormément de différences, et ce qu'en tout cas, ce que eux constatent en fonction des cultures sur le, s- le sens qu'on jette, les liens qu'on fait entre cette orientation au bas, etc. On voit par exemple dans la ligne du temps, on écrit de gauche à droite, donc en général on met le passé à gauche, on met le futur à droite. Il paraîtrait que les gens qui écrivent de droite à gauche, c'est le contraire. Je n'ai pas vérifié, j'en sais rien. Mais on a aussi la métaphore orientale du temps vue sous forme de cercle. Donc on peut imaginer que tout ça va avoir une influence assez considérable. Par contre, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'effectivement, ces métaphores d'orientation sont essentiellement basées sur notre expérience corporelle. Comme je dis tout le temps dans ma pratique d'Aikikom, où la verticalité est un concept fondamental dans toute la pratique que je propose, eh bien, on ne dirait pas je suis à plat, je suis down ou je suis au top si on avait une forme de sphère. C'est parce que nous sommes des êtres verticaux que le bon peut être en haut. Comme je disais tout le temps dans mes formations, un serpent ne va jamais dire je suis au top. Parce qu'il est horizontal, lui, en fait, quelque part. Enfin, j'ai pas demandé au cours au serpent, hein, mais je pense qu'il va pas dire ça parce que lui, ça l'intéresse pas, parce que ça ne le concerne pas. Il va peut-être trouver d'autres métaphores pour autant qu'il puisse penser et parler. Mais donc, cette notion de. Et aussi, cette notion de contenant, là, j'ai marqué ontologique, c'est-à-dire, ontologique veut dire comment je mets de la chair, comment je rends concret quelque chose qui est tellement abstrait que je ne peux pas m'en construire une représentation. Moi, j'ai marqué ici aussi personnification. Si je vois l'inflation comme un adversaire à vaincre, par exemple, ou alors la métaphore qui fonctionne super bien et qui est super intéressant, c'est les métaphores de type contenant, qui est basée sur ma perception de mon corps, avec un dedans, un dehors et quelque chose qui le délimite, c'est-à-dire ma peau. Et donc, à ce moment-là, on peut travailler avec cette métaphore de contenant appliquée. Et là, on voit qu'elle est beaucoup plus simple, hein. On a un peu quitté les métaphores représentation sensorielle ou précises, genre la vie est une, comment est-ce qu'on dit, une montagne russe, par exemple. Ça, on voit bien une montagne russe ou un livre, comme on a dit tout à l'heure. Mais ici, la notion de contenant, c'est quelque chose qu'on a inscrit dans le corps. Donc, en fait, quand je dis la baignoire est un contenant, tout le monde va être d'accord. Mais l'eau qui est dans la baignoire est aussi un contenant, parce que quand je suis dans l'eau, je suis dans un contenant aussi. Et de nouveau, le champ visuel qui est hautement abstrait, enfin, on comprend ce que ça veut dire, mais c'est très abstrait, c'est aussi un contenant. Qu'est-ce qui est dans mon champ de vision? Ce qui me permet d'avancer encore une autre chose, c'est qu'effectivement, on est bien loin de se cantonner à la vie est une montagne russe. En fait, les métaphores, elles ont été complètement intégrées depuis notre expérience corporelle et puis progressivement, couche par couche, expérience par expérience, pour être intégrées dans nos mots, dans notre vocabulaire et dans notre manière de nous exprimer, au point d'en devenir quasi inconscient. Et là, on retrouve ça dans ouais, ce projet, il me pèse. J'ai pas dit ce projet est comme une lourde charge que je dois transporter. J'ai pas dit ça. Mais à l'intérieur, dans ma représentation, je vais dire ce projet me pèse. Alors je peux laisser passer en disant c'est une expression, ou je peux soulever en disant tiens, intéressant.
je distingue, hypothèse, cette métaphore qui me fait une analogie entre le projet et quelque chose de lourd. Alors, quand c'est quelque chose de lourd, je peux imaginer quelle matière, quelle taille, quelle est la densité. Hein, 1 kilo de plume ou 1 kilo de plomb, c'est pas le même volume. Donc, ce projet qui est lourd, là, je dirais, il est lourd comment? Mais pas à la sauce clean language, mais je dirais, tiens, est-ce qu'il a du poids? Enfin, il a du poids, c'est sûr, parce qu'il est lourd, mais quelle taille? Et tu le portes comment? Donc là, je ne suis pas du tout dans l'ouverture et lourd, comment lourd, etc., etc. Le- c'est ce qu'on avait exploré et que j'avais trouvé super intéressant, c'est qu'effectivement, je viens véritablement questionner, de la même façon que je questionne le métamodèle du langage, je viens questionner la métaphore que j'ai identifiée. Je peux vérifier, etc. Mais si la personne me dit c'est lourd, il y a une métaphore de lourdeur. C'est clair. Donc il y a quelque chose qui pèse et il y a quelqu'un qui a estimé que c'est lourd. Il y a des choses qui sont légères à porter pour certaines personnes, qui sont lourdes par d'autres. Et donc, dès que j'aurai une expression un tant soit peu abstraite, je n'en ai pas trouvé d'autres là pour le moment. Euh, Parce qu'on pourrait même aller plus loin, hein. On dit oui, oui, je vous ai expliqué là sur les métaphores. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, le pénaliste va dire, ah oui, représentation sensorielle, visuelle de quelque chose qui est clair. Est-ce que tu as une image de quelque chose qui est clair? Ou je peux l'aborder sous l'angle des métaphores en disant, ah ben voilà, quelque chose qui est facilement compréhensible ou qui est compris, c'est quelque chose qui est clair, quelque chose qui est sombre, c'est quelque chose qui est mécompris ou qui n'est pas compris. À ce moment-là, je vais travailler sur ça. Et je ne vais pas questionner les représentations. Je pourrais, mais, c'est un autre angle d'attaque. C'est ça que je veux dire. Je vous écoute. Et là-dedans, Christian, où mets-tu le voyage du héros alors? Ah, le voyage du héros. Bonne question. Qu'est-ce que je vais faire avec ta question? Le voyage du héros. Le voyage. Alors, là, je ne sais pas si c'est ça la question que tu voulais me poser, mais quand. Effectivement, moi, mon premier contact avec les métaphores, c'était des métaphores selon Gordon, où en fait, on traduit une situation par une histoire. Oui, c'est une métaphore en soi, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on va trouver un certain nombre d'analogies. Je pense, moi personnellement, ici, on a un niveau plus au ras des pâquerettes, plus au niveau du langage. Vraiment au niveau du langage. Je viens de dire au niveau du langage, oui. Donc ici, il y a des, je ne dois pas aller plus loin. J'ai dit au niveau du langage, donc j'ai une métaphore de hauteur, oui. Je me contente de ce niveau-là. Et ça n'empêche pas de faire tout le processus tel que Gordon le décrit dans son livre. Je ne sais plus ses métaphores, je ne sais plus comment il s'appelle, ce titre des livres-là. Et ici, on est vraiment à un niveau, à mon sens, beaucoup plus près du mot et près du sens que je donne aux choses. Donc, Voyage du héros, je dis, je veux bien, mais pour moi, c'est déjà tellement élaboré que par rapport à ça ici, je vois pas trop. Ce que je pourrais te dire d'autre, si ce n'est que simplement, c'est la métaphore que une situation peut être traduite par une histoire avec des personnages, une situation, un développement et des choses pareilles. Et le voyage du héros, c'est probablement une métaphore bien définie, hein, bien délimitée, avec un certain nombre d'étapes dans lequel éventuellement je vais faire l'effort de faire ce lien. Mais pour moi, on est déjà dans le procédé, je dirais, d'un niveau logique plus élaboré. Et ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est véritablement cette notion de venir au mot, venir au contact du mot. Donc, quand je disais le projet me pèse, ben, j'ai pas fait une grande histoire, mais au moins avec ça, j'ai déjà une matière à travailler. Richard, tu allais dire quelque chose? Oui.
Il me semble qu'il y a dans cette question qui se rapporte à celle que j'ai commentée dans le chat aussi, c'est-à-dire l'amour comme le voyage ou l'amour comme la liberté. Il y a une catégorie qui n'est pas vue ici, que Lakoff utilise d'ailleurs, c'est la catégorie récit décrit. Euh, le... Sur le slide que nous avons en face, au bas, devant, derrière, quand tu dis au niveau du langage, au ras des pâquerettes, c'est du décrit, c'est de la description. La différence essentielle entre la narration et la description, il y en a plusieurs, c'est que la description fait référence à la réalité, ou plutôt, elle crée une réalité langagière. Le récit, il crée de la durée. Et donc, c'est ça qui est important. Dans le voyage du héros, c'est une durée. Dans l'amour comme voyage, c'est une durée. Ce ne sont pas les mêmes catégories qui sont à l'œuvre, ni même les mêmes passages, les mêmes, ce qu'on appelle des foncteurs, en fait. C'est-à-dire la possibilité de passer d'une catégorie initiale à une autre catégorie, qui sont à l'œuvre quand ce sont des éléments de description et que ce sont des éléments de narration. Et c'est Hmm. ça qui fait la différence et qui rend les choses, comme tu disais, plus larges, etc. Le voyage du héros, c'est purement du récit, c'est-à-dire il y a toujours du décrit dans le récit, mais la métaphore elle-même est une métaphore de durée, puisque c'est un récit, comme l'amour qui est un voyage, c'est une métaphore de durée. Si on fait une métaphore de description comme l'amour c'est de la liberté, ou c'est pour ça que la métaphore de l'amour tout à l'heure avec le livre, elle fonctionne aussi parce que le livre c'est un récit, c'est une durée, au minimum la durée de la lecture. Tu veux Voilà. dire que les deux éléments correspondent à cette notion de temps, en fait, cette notion de C'est durée. ça, c'est-à-dire un récit, c'est toujours du temps. Un récit, il crée de la durée, alors que le décrit ne crée pas de la durée. Le décrit, c'est ce que les Américains appellent statement, c'est-à-dire c'est une déclaration sur un objet du monde. Donc, quand tu as la baignoire est un contenant, c'est pas une durée. L'eau, c'est pas une durée. Le champ visuel, c'est pas une durée. En revanche, le voyage du héros, c'est une durée. Mhm. Voilà. Et ça, c'est une grosse, grosse différence dans la manière dont on appréhende une réalité métaphorique. Les deux sont des métaphores, mais elles ne fonctionnent pas de la même manière, à cause justement de l'absence ou de la présence du temps. Ouais. Yes. Ça répond à ta question, Fabienne? Ah, on ne t'entend pas. Je disais tout à fait. Et c'est un élément discriminant, la durée. Donc on rentre dans un processus qui est différent. Oui, et ça me faisait penser aussi, je pense que Lakoff fait la distinction, quand il fait la distinction, le temps qui passe, ou c'est moi qui passe à travers le temps, c'est en fin de compte, c'est moi qui me déplace et le temps est fixe, ou c'est le temps qui file et moi je reste sur place. Et ça a un effet considérable sur ma représentation de ce que je suis en train de vivre, hein. Pour moi, c'est assez évident. Quelque part, quelqu'un qui est dans un état un peu de réceptivité, etc., il va probablement apprécier mieux que ce soit le temps qui défile devant lui, alors que la personne proactive va dire, je préfère moi me mettre en mouvement. Enfin, pour moi, c'est le genre de choses en termes de petites variations de sous-modalités métaphoriques, ça n'existe pas, mais on peut l'inventer pour ce soir, c'est de dire, tiens, mais voilà, et si maintenant toi, tu te mets en marche, et je prends la métaphore de la personne qui avance ou qui marche dans un escalator en marche, qui va dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe quand on se représente ma situation comme étant celle-là? Oui, je lutte, je fais des efforts et je n'avance pas, par exemple. Enfin, je dirais, il n'y a pas de mauvaise réponse, simplement se voir est-ce que ça parle, est-ce que ça entre en résonance qui semble intéressante. Parce que de toute façon, et ça on l'a déjà vu à plusieurs titres, hein, toute métaphore, elle est ouvrante, elle est explicative, ou elle est descriptive, ou elle est limitante, et elle m'empêche de n'importe quoi, de faire, de vivre, ou de comprendre, ou d'appréhender, ou en tout cas d'amorcer un quelconque changement. Parce que la métaphore peut me figer dans une histoire. En fonction de ça, je vais éventuellement en changer. Je pense que je n'avais pas d'autre chose en termes de combinaison. Non, ça, c'est pas très intéressant. Je trouvais celle-ci est intéressante parce qu'elle vient questionner en même temps, et j'imagine que Richard, ça va te parler aussi,
c'est effectivement la notion de contenant quand elle est appliquée à la notion de catégorisation. On arrive à des choses qui sont comme ça, donc très clivées. Ma voiture, la voiture, véhicule motorisé. Le vélo, il n'est pas à sa place, hein. Bah, quoique maintenant, les vélos, il y a des moteurs, hein, donc ça peut marcher. Mais de nouveau, on se retrouve là, ça va être le vélo électrique ou je vais le mettre à l'extérieur. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est à la fois exemplatif, on comprend ce que ça veut dire de mettre en des catégories, de faire des classes comme ça de plus en plus vastes, de plus en plus abstraites, mais en même temps, ça exclut d'autres choses. Et là, je pense, parce que ça s'est passé en même temps que ce qu'a fait Lakoff et Johnson, c'est la théorie des prototypes et des Hein. catégorisations de Eleanor Roche, qui, elle, justement, ne voit pas ces catégories comme étant monocouleurs avec cette notion de prototype, avec des exemplaires qui ressemblent plus. Vous connaissez un peu ouais, Eleanor Roche, la théorie des prototypes? C'est-à-dire qu'en fait, dans une classe, il y a des éléments qui sont plus caractéristiques que d'autres. Si par exemple, je vous demande de me citer un moyen de locomotion, pensez à quoi? Première chose qui vient. Voiture. Vélo, Vélo, quoi d'autre? C'est pas Voiture. voiture voiture. Mais aussi. Ou comment? J'ai pas entendu. voiture aussi. Voilà. Personne ne va passer à ascenseur. Pourtant, c'est un moyen de locomotion, mais il est loin du centre. Hein. Quand on dit penser à un oiseau, personne ne pensera à pingouin. Pourtant, tout le monde sait qu'un pingouin est un oiseau. Tout simplement parce que dans les prototypes, c'est pas quelque chose de monobloc, c'est quelque chose avec une gradation. Donc, c'est pour montrer la limitation de quelque chose qui semble tellement évident. Bah oui, les catégories, ce sont des classes, on les met dedans, t'es dedans ou t'es pas dedans. Eh bien non, à l'intérieur, il y a des éléments qui sont plus et d'autres qui sont moins, ou en tout cas dans notre perception des choses. Ça mériterait tout un... D'autre part, pardon Christian, te Vas-y, couper. vas-y, 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 vas-y. D'autre part, il y a un biais, il peut y avoir un biais culturel dans ces prototypes. Absolument. Oui, 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 absolument. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est pas un biais, c'est le prototype lui-même. Oui, en même temps. C'est vrai que j'imagine qu'un Inuit va plus peut-être penser à un pingouin qu'à un condor, je veux dire. Et Ben, c'est pas un biais, c'est le prototype qui est culturel. Oui, le prototype, Il d'accord. est par essence culturel. Voilà, alors, ça m'a frappé parce que oui, tu nous demandais de citer des moyens de transport. On les cite déjà en fonction de notre expérience et expérimentation. Certains qui vont aller beaucoup plus en voiture vont d'abord dire voiture. Si je passe ma vie à vélo, je vais d'abord dire vélo. ouais, tout à fait, oui, oui, oui. Mais c'est ça qui est, bon, effectivement, hein, carte du monde individualisée et subjectif par excellence. Voilà, c'est ce que je voulais vous proposer en termes d'éléments. Il y en a encore plein d'autres, mais j'ai pas envie de passer trop de temps sur les concepts. Je voudrais maintenant, je sais même pas comment est-ce que je coupe le partage. Ce que je voulais simplement vous partager là maintenant, c'est effectivement qu'est-ce qu'on peut en faire. En fait, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et je vous le propose sous forme de le récit qu'on avait eu dans cet atelier-là et qui m'avait vraiment fortement marqué et que j'avais trouvé super intéressant. En fait, c'était un atelier, c'était une journée complète. On faisait une journée complète, on faisait des échanges et puis on faisait de la pratique et puis un petit peu d'échange et de prise de connaissance de chacun. Et à un moment donné, j'explique un tout petit peu les métaphores, et puis on commence à une pratique. Euh, je pense qu'à ce moment-là, je ne sais même pas de quand date le clean language formalisé, mais en tout cas, je n'en avais même pas d'idée. Donc, c'était absolument ni contre ni avec, je ne connaissais pas. Et une des participantes, elle disait, pff, je veux bien participer, mais pff, là, franchement, je ne suis pas trop bien, j'ai un terrible mal de crâne. Terrible mal de crâne. Ah bon, ok.
ouais, j'ai vraiment comme un poids là, comme ça, et c'est terrible. Je dis, ben voilà, on a travaillé avec ça. On a travaillé avec ce poids. Elle avait un poids, je me souviens plus des détails, donc je vais être assez schématique. Elle avait comme un poids, alors on a exploré ce poids. C'est quoi ce poids? C'est quoi cet objet qui pèse et que tu as sur tes épaules? Non, sur ma tête. Ok, sur ma tête. Et ce poids, c'est comme quoi? Comment tu te le représentes? Donc c'est nettement plus directif que le clean language, mais en même temps, on va plus loin. On va plus loin là-dedans. Et alors on dit oui, c'est comme une malle. Comme une malle. Ok, une malle. Alors directement, ce qu'on a fait, c'est, ok, analogie avec une malle. Quelles sont les caractéristiques qui identifient une malle, d'après vous? C'est lourd, c'est plein d'objets. Pierre, C'est pardon. lourd. Ah, Ça peut ça être lourd. contient quelque Ça chose. contient quelque chose, ouais, Il y a une fermeture. ouais, Un couvercle déloqué. par exemple. Alors, à ce moment-là, ce qui avait émergé, je sais pas, le mot malle qui est un petit peu vieux jeu, un petit peu ancien. Donc, en fait, la malle avait un contenant ancien. Enfin, comme la malle qu'on trouve dans le grenier, là, hein, d'accord? Et ça lui convenait de travailler ça. C'est peut-être elle qui l'a amené, hein, je ne me rappelle plus des détails, ça fait quand même longtemps maintenant. Et donc, en fait, on est arrivé à cette malle qui est en fait un contenant qui pèse et qui contient des choses anciennes. D'accord? Contenant qui contient des choses anciennes. Je ne sais plus comment on a fait le travail, mais on a en fait substitué. Si je prends la caractéristique, un contenant qui contient des choses anciennes, qu'est-ce que tu connais d'autre qui est un contenant et qui contient des choses anciennes? Ce qui a émergé chez elle, c'est elle qui a choisi un musée. Alors là, on sortait carrément de la métaphore du départ. Un musée. Ah bon, j'aurais jamais pensé à ça. Un musée qui contient des choses anciennes, etc. Et puis on a travaillé sur, en fait, au départ, et ça, c'est pour ça que ça me faisait penser aux sous-modalités. Au départ, c'était un musée, comme il peut y en avoir encore dans nos villes, c'est-à-dire un truc avec des gros murs, lourds, etc., etc. Et je ne sais plus si on l'a guidée ou si elle l'a fait elle-même. Et elle a transformé ça en musée moderne, très accueillant, avec plein de vitrages, des enfants qui jouent avec des espaces jeux, etc., etc. Et elle a continué à développer ça. Donc on venait du poids, du contenant, de la malle, des objets anciens, du musée lourd et sombre et sinistre, à un musée vivant, avec plein de mouvements, des enfants qui jouent, etc., etc. Enfin bref, on a fait ce parcours-là. J'ai pas les détails, j'ai pas enregistré. Et quand on a terminé, elle avait plus mal de tête. Alors, pardon de compléter avec quelque chose de moins gai, mais qui ressemble beaucoup à ça en coaching de santé, puisqu'on s'occupe beaucoup enfin, majoritairement des personnes qui ont un cancer ou une maladie chronique. C'est une des choses qu'on fait souvent au démarrage de l'accompagnement. C'est utiliser la métaphore pour mettre à distance j'allais dire la forme de la maladie. Mhm. Et c'est extraordinaire de voir à quel point ça fonctionne. Ah ben, content de l'entendre parce qu'effectivement, je trouve que c'est... Et on est assurément hors du clean language. Enfin, en tout cas, je ne sais pas dans la pratique dont tu parles, si c'est pas du clean language, c'est bien ça, hein? Donc, c'est quand même, je vais dire, entre guillemets, directif, c'est-à-dire que tu, as, tu emmènes dans l'exploration, non? Oui? Oui, le but, c'est de faire en sorte que le, la personne accompagnée ne soit pas associée à sa maladie, mais dissociée, et elle en fasse un objet de représentation qui, peu à peu, peut devenir positif et sur lequel elle a un pouvoir. Ah, ah. Ouais, ouais, ouais. Et alors, je dirais que 9 personnes sur 10, voire 10 sur 10, rentrent dans cette métaphore très très vite, voire spontanément, avant même que on l'invite à imaginer cette vision de sa maladie comme un objet ou comme une chose ou comme une personne ou comme voilà. Mais très vite, la personne accompagnée décrit sa maladie et petit à petit prend de la distance et peut transformer, commence à avoir du pouvoir sur l'objet qu'elle décrit ou la métaphore qu'elle choisit. Tu Alors, aurais un exemple, Fabienne?
Oui, alors il y a toutes sortes d'exemples, hein. Il y a la personne qui dit c'est un animal qui s'est invité dans ma maison, toujours avec l'idée du crabe derrière, qui est une métaphore très, j'allais dire, publique, qui s'est invité dans ma maison que je n'ai pas choisi de recevoir. Alors qu'est-ce que j'en fais? Quelle place il prend? Dans quel endroit je le mets? Et ce qui est incroyable, ce qui me frappe toujours, c'est la créativité des gens accompagnés pour mettre cette maladie à distance et puis en faire quelque chose, permettre, ce que tu disais tout à l'heure, Christian, un recadrage métaphorique, c'est-à-dire qu'est-ce que cet objet ou cette chose ou cette personne m'apporte de positif, comment elle est arrivée là. Et là, on peut commencer un travail de changement. Je ne sais pas si je suis claire, n'hésite pas à commenter. En tout cas, je trouve ça intéressant. Ici, si je reviens dans ce que moi, je trouve qui est entre guillemets, plus métaphorique, c'est que, tiens, je serais tenté de transformer l'animal en animal domestique, ou si c'était un crabe, d'en faire un autre animal. Enfin, tu vois, je reste dedans. C'est plus directif que le clean language, mais j'essaierai de le transformer pour voir, tiens, est-ce que, bah ouais, tu sais, il y a des gens qui ont des serpents chez eux, il y a des qui ont des cobras, il y en a qui ont des singes, pourquoi pas cet animal-là et pourquoi pas l'adopter comme un animal, etc., etc. Alors, souvent, c'est exactement ça. Alors, le mot directif, je ne l'emploierai pas, Christian, parce que souvent, la personne le fait elle-même sans Oui, qu'on ait à oui. gérer, tu vois. On est entre l'accompagnement et l'hypnose conversationnelle. Mais il y a vraiment quelque chose de frappant, c'est cette capacité, ça permet vraiment de se dissocier et à ce moment-là de reprendre le pouvoir par rapport à ce qu'on a choisi comme métaphore. euh, et quand on fait un suivi sur plusieurs séances, ce qui est le cas, très souvent la métaphore elle est reprise en début de séance comme quelque chose de familier, mais familier positif connu, pas familier intrusif. Juste souligner que tu as dit deux choses qui pour moi sont des révélateurs de métaphores. Tu as dit prendre distance et on pourrait s'interroger sur la notion métaphore contenant contenu et dissociation, prise de distance. Donc là, on sent qu'il y a une métaphore quelque part. En fait, on sait très bien ce que ça veut dire une dissociation, mais c'est intéressant de voir qu'en fait, c'est construit sur une représentation spatiale où en fait, on va mettre cette chose ou cet objet dans la dissociation à l'extérieur. Absolument. Donc là, on est déjà dans quelque chose d'intéressant. Et tu as dit autre chose, mais ça, j'ai oublié. Euh, et c'est à ce niveau-là que je trouve intéressant et même presque amusant d'y travailler, c'est de dire, OK, sur tout ce que tu as dit, c'était très clair. Et est-ce que j'ai entendu quelque chose qui ressemble de l'ordre d'une métaphore qui te sert à comprendre et qui nous sert à comprendre? En fait, c'est tout simplement que ça. Donc, on est de nouveau à un niveau presque infraverbal ou en tout cas juste au niveau du verbal pour dire, tiens, qu'est-ce que j'ai besoin pour comprendre dissociation? Et alors, tu avais dit autre chose, c'est dommage que j'ai oublié. Euh, Ah oui, tu avais dit reprendre le pouvoir. C'est aussi une super métaphore aussi, hein. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dominant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dominé? Est-ce qu'il y a une collaboration? Est-ce qu'il y a une relation de pouvoir? On est proche de la guerre, hein. Je me rappelle dans le bouquin de Dill sur les croyances, où il parle de transformer la métaphore du combat contre la maladie par une sorte de, je ne sais plus, c'était une sorte d'herbe. Enfin, je ne me souviens plus, mais je me rappelle qu'il avait recadré en disant cette métaphore-là, elle n'est pas nécessairement opérationnelle. En tout Non, cas, elle pas peut dans tous les même cas. être bloquante, C'est ça, limitante. c'est ça. Donc, de nouveau, là, on retrouve pour moi, c'est ça, c'est un niveau d'articulation que je trouve intéressant, qu'on ne retrouve pas dans la PNL pure, qu'on ne retrouve pas dans le clean language. On est un petit peu entre les deux. Et moi, le procédé vraiment que j'aime appliquer, c'est ça, en fait. J'entends un mot, par exemple, tu as dit distance, par exemple, je prends distance. Donc, j'ai cette métaphore dans l'espace. Je dis, qu'est-ce que j'ai besoin d'autre pour pouvoir construire cette métaphore dans ma représentation ou dans la représentation de l'autre? Distance, est-ce qu'il y a une échelle? Est-ce qu'il y a une hauteur? Est-ce qu'il y a du mouvement? Et donc, sur base des caractéristiques, dit, est-ce qu'il y a une autre métaphore qui a ces caractéristiques-là et qui pourrait peut-être transformer ma perception? Donc, c'est vraiment redescendre dans l'élément, trouver les caractéristiques, comme j'avais fait avec la malle, enfin, comme la fille avait fait avec la malle et le musée, et dire qu'est-ce qui a les mêmes caractéristiques que ça et qu'est-ce que ça change si on l'adopte, ne fût-ce qu'un instant.
qu'est-ce que ça change? Et elle est partie dans un délire avec des enfants qui jouaient au milieu de ce musée, et pouf, les vitres devenaient de plus en plus grandes. C'était vraiment très, très étonnant. Mais elle n'a pas fait la transformation elle-même, on l'a amenée à faire un choix d'une autre image avec ces mêmes caractéristiques. Bon, j'imagine il y a plein d'autres manières de travailler, quoi. Mais moi, c'est ce que j'utilise énormément, en tout cas, parce que pour moi, en fait, cette partie sur les métaphores fait partie d'une formation que je termine à faire, que j'appelais ça le pouvoir des mots, je ne sais plus comment je l'avais appelé. Donc, où je parle des histoires, je parle du vocabulaire, des mots, vraiment les mots au sens des mots, dans leur impact sur l'étymologie, sur la construction du mot, etc., etc., et les métaphores qui sont très, très proches, dans lesquelles ce sont tous des des moyens d'action pour travailler à partir du verbal, tout simplement. Et en même temps, je l'ai dit tout à l'heure, mais moi, je l'utilise énormément en Aikikom, où beaucoup plus on est dans le corporel, où j'utilise très très fort justement les mots pour rebondir et revenir dans le corporel ou venir du corporel pour aller dans les mots. En fait, c'est une passerelle à ce moment-là. C'est une passerelle entre l'expérience corporelle dans le mouvement, dans l'attitude et dans les ressentis vers le monde cruel des mots. Je peux dire ça cruel, non? Non, c'est pas nécessaire. Ton univers impitoyable. Je pensais à la série Dallas où on disait ton univers impitoyable. C'est à ça que je pensais quand je disais mon petit délire. Autre réflexion? C'est un peu plus clair, Valérie? Oui, oui. Est-ce que tu vois des applications ou des... Là, c'est un peu plus dur sur les applications. Pour moi, ça reste un peu abstrait. Mais Moi, ce que je suggérerais justement dans ce sens-là, pour sortir du concept et aller vers le plus de pratique, c'est dans les prochains jours de mettre en place mm, un radar de détection de tous les mots qui peuvent, d'une mm, manière ou d'une autre, directe ou indirecte, diffuse ou précise, s'entraîner à reconnaître tous les potentiels de métaphores, pas nécessairement les soulever, parce que sinon on n'en finit plus, hein. On- C'est comme le métamodèle, on devient très très rapidement très très barbant. Mais en fait, se mettre vraiment à l'écoute de tous ces mots en apparence anodins, mais mm. qui en fait recèlent énormément, énormément de potentiel d'action à travers les métaphores. Enfin, moi, je me rappelle quand j'avais fait ça pendant quelques temps, et c'est vrai que c'est là en intervention, c'est vraiment intéressant. Parce que tu entends un truc comme ça pèse, ou je prends distance, et là, tu as quelque chose sur lequel tu peux travailler, quoi. Tu peux ouvrir un espace par rapport à ça. Tiens, en parlant d'espace, puis je peux revenir aux représentations. Comment il est cet espace? Est-ce qu'il y a des choses entre les deux? Est-ce que cette distance est grande? Est-ce qu'il y a du mouvement? Enfin, ou c'est toi qui es loin ou c'est la chose qui est loin? Enfin, n'importe quoi. J'ai pas d'idée sur l'effet qu'on peut obtenir, mais je pense que... Michel, qu'est-ce que tu en penses? Arrête un peu de parler, va. Moi, j'essaie de... Ben, moi, ça me plaît bien. Moi, j'utilise beaucoup les mots. J'adore les mots et je rebondis souvent sur les mots avec les gens que j'accompagne. C'est pas... Enfin, ce que tu... Sur la coque, c'est pas, ça ressemble pas vraiment au clean language, hein, parce que j'ai fait du clean language aussi. Donc, en effet, c'est pas du tout la même chose. Mais j'aime bien, je reconnais pas mal de choses que tu as dit. Après, je n'aurais pas pu l'expliquer comme tu l'expliques, ou comme l'explique même Richard, au point de vue théorique, parce que je le fais comme ça. Donc, c'est bien, j'ai appris des mots, le contenu, le contenant. Voilà. Mais ce qui est important pour moi, ouais, c'est que ça me conforte. Ça me conforte dans de continuer à utiliser ces mots. Et dans l'exercice que tu donnes, de repérer les métaphores de tous les jours, les concepts, tout ce qu'on dit tous les jours, en fait, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. C'est vrai que de temps en temps, je le relève quand j'écoute les uns ou les autres, mais j'aimerais bien, je vais l'utiliser un peu mieux pour moi, même savoir un petit peu où ça m'amène d'avoir des contenants et des contenus. Et non.
quel espace ou dans quel move je suis. Voilà. Où, Non, ça- ça me où parle ça, pas. On où a ça fait m'amène, où ça m'amène, dans quel espace? ça, ça. D'où ça vient et où je vais. Ouais. Qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui se Là, tu vas à fond, hein. passe. Mais là, j'adore les mots, donc ouais, ça me. Oui, non, Un non, autre, ça m'a bien autre parlé. feedback, autre commentaire? Merci beaucoup, hein, Michel. Tu vas pas me dire que Richard ne va rien ajouter, je ne peux pas le croire. C'est absolument Que veux-tu improbable. que j'ajoute, Christian? Tu as été parfait. Ah, ouais, ouais. Oh, c'est pas moi qui vais te le dire, ça c'est Une sûr. seule chose, c'est que pour l'application pratique, je l'ai mis sur le chat en fait. On peut s'interroger, comme tu l'as fait, sur enfin, ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on appelle en linguistique le comparé et le comparant, c'est-à-dire le comparé, c'est ce dont on parle, et puis le comparant, c'est la cible, parce que tu as parlé de la cible. On peut s'interroger effectivement sur le comparant, c'est-à-dire la métaphore, la cible, mais on peut s'interroger aussi, c'est ce qu'il fait dans un autre bouquin, ce qu'il essaie de faire, sur ce qu'on appelle le foncteur, c'est-à-dire ce qui permet de passer de l'un à l'autre. Ce qui permet à une personne de passer de la chose dont elle parle à l'image qu'elle prend. Et là, il y a toujours, quand on le relève, il y a souvent un bout de raisonnement, et d'ailleurs souvent un bout de croyance d'ailleurs, qui traîne par là, et qui permet de se dire, ça pour moi c'est équivalent de ça. Mais de quoi est formée cette équivalence? Pourquoi il y a cette équivalence alors que peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est pas une équivalence. Mhm. On ne pourrait pas passer de l'un à l'autre. Et c'est assez intéressant, il donne quelques exemples, mais dans un autre bouquin qui s'appelle Women, Fire and Dangerous Things, euh, de s'interroger justement parfois sur cette... ils appellent ça des foncteurs, c'est parce que c'est lié à la logique des catégories, mais ces fonctions, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui permettent de passer de l'un à l'autre. Ah Ils ne ouais, je sont vois. pas simplement des fonctions de description, comme on le pense souvent. C'est-à-dire que le principe de l'analogie, si on se dit tout le temps, oui, mais ça ressemble à rien. Enfin, je veux dire, un mal de tête et un musée ou une malle dans le grenier, ça ressemble pas. Enfin, ça, il y a rien, enfin, y a aucun lien. Mais il y a toujours un lien pour la personne. Il y a toujours quelque chose qui permet de passer à ça. Ça, c'est la signification et c'est intéressant aussi à essayer de repérer ou à interroger. Parce qu'on peut interroger quelqu'un en disant, mais qu'est-ce qui te permet de passer de ça à ça? Oui, oui, tout à fait, absolument. Oui, oui. J'ajoute encore que dans l'interview de Lakoff que j'avais entendu, il disait par rapport à la parentalité, l'éducation, il disait faites vivre un maximum d'expériences aux enfants de manière à ce qu'ils aient un maximum de domaines qui vont leur permettre de donner un maximum de sens à toutes les expériences abstraites Hmm. et conceptuelles, justement parce ils ont de la matière à accrocher, en fait, à accrocher. Et je trouvais ça intéressant. Je crois que c'est surtout Mark Johnson qui a mis l'accent sur la dimension corporelle plus que les autres dans ce que j'ai vu et ce que j'ai lu. Mais Alors non, pas non, forcément. Il y a un non? bouquin qui s'appelle Philosophie in the Flesh Oui, oui, oui. de Lakoff et Johnson, mais Lakoff a aussi il a beaucoup travaillé sur cet aspect Ah, embodied, des embodied mind. Il a ouais, fait ouais. plusieurs articles là-dessus. Donc tous les deux, Ah, ouais, tous les deux. ouais, OK. ouais, ils sont tous les deux persuadés de ça en fait. C'est que le langage, il est lié à l'empreinte du corps. Et il s'acquiert à un moment donné où l'enfant, il est presque que dans son corps. Il n'a pas encore accès aux catégories abstraites. Moi, ça m'a beaucoup passionné parce que ça a donné sens à ma pratique à Aikikom où je travaille dans le geste et justement le sens que je donne au geste. Ici, Hein. c'est plutôt un chemin en sens inverse, c'est-à-dire qu'en fait, la personne me parle de son problème et je la remets en mouvement et en fait, je crée l'analogie qui était Hein. en fait, elle était présente, hein, mais elle vient au jour, en fait. Ben, elle était implicite et on l'explicite. C'est toujours dans Et en l'explicitation. général, c'est assez efficace et ça marche Hein. super bien. Ça me fait Voilà, penser merci beaucoup. On va rester. Ah, pardon, quelqu'un allait dire Ah quelque non, chose. non, non, Fabienne, non. vas-y. Juste, ça me fait penser à une anecdote, alors j'espère ne pas la déformer, de Leslie Cameron, qui racontait qu'elle avait accueilli quelqu'un qui avait des troubles obsessionnels compulsifs autour de la propreté et donc la saleté, et qui Ouais. passait son temps à nettoyer tout le temps sa maison. Et elle disait que sa maison, en fait, pour elle, c'était représenté par un Ah tapis qui oui. avait plein de taches. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette, Hein. Oui, oui, oui. Richard t'en avait parlé, hein.
Et après, le tapis devient quelque chose d'autre. Il devient, quand elle le secoue et qu'elle le nettoie, il devient un tapis volant. Et sur un tapis volant, on peut faire venir des gens qu'on aime, on peut partir en voyage. Et du coup, quand il est sale, ça veut dire qu'il y a des gens qui l'aiment. C'est ça. Donc, elle a dérivé et effectivement, ça a mis un point d'arrêt à cette obsession. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a à la fois l'utilisation de la métaphore qu'elle a déroulée toute seule, que Leslie Cameron a repris, et puis cette capacité de la cliente à tout d'un coup se rendre compte qu'il y a des tas de visions de ce tapis qui peuvent être différentes. Et du coup, enfin, il doit y en avoir plein des situations de ce type. Mais là, c'est l'exemple même d'une métaphore qu'on peut utiliser parce que sa cliente la lui a amené en lui disant, je nettoie ma maison, mais le pire, c'est ce tapis. Et ce tapis représente toute la saleté du monde. J'avais regardé cette métaphore comme un recadrage, en fait. Oui, alors après, il y a un recadrage, et absolument. Mais oui, mais en fait, le changement de métaphore, c'est un recadrage en C'est soi, ça. hein. C'est assez évident, quoi. C'est un recadrage en soi. La seule chose, c'est que tu vas l'aborder autrement. Tu vas jongler dans l'image ou tu vas travailler les représentations. Alors que le recadrage pourrait être plus technique, mais je pense que là, on charcute un petit peu tout parce que c'est pas nécessaire de faire tant de distinctions à partir du moment où ça marche. Moi, c'est ça qui compte. Je vois qu'il est 21 heures. Si vous avez autre chose à ajouter, c'est le moment. Et sinon, on se taira à tout jamais, en tout cas pour ce soir. Merci beaucoup de votre participation. C'était très Merci. chouette. Moi, j'ai bien Merci aimé beaucoup. repréparer, vous Merci partager. beaucoup. Passez une bonne soirée ou bonne fin de Bonne soirée. soirée, ça. Bientôt. Ciao, ciao. Merci à tout le Ciao, monde. ciao. Merci, au revoir tout le monde. Au revoir, merci.